Arrête d'appeler. Je suis en réunion, a lancé mon mari d'un ton sec. Mais à cet instant précis, je me tenais devant l'hôtel, le regardant entrer avec sa maîtresse. Un peu plus tard, le réceptionniste lui a remis une enveloppe. Il est rentré précipitamment à la maison. Et son visage est devenu livide. Arrête d'appeler. Je suis en réunion. Mon mari a craqué. Mais à ce moment-là, j'étais devant l'hôtel, le regardant entrer avec sa maîtresse. Un peu plus tard, la réceptionniste lui a tendu une enveloppe. Il s'est précipité à la maison et son visage est devenu pâle. Je ne l'ai plus appelé. Non pas parce que j'avais peur de son tempérament. David ne m'avait jamais effrayé. Pas vraiment, mais parce que je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, debout sous l'auvent en laiton poli du Hilton Garden Inn, près de la route 17, tout ce que j'avais besoin de savoir s'était déjà déroulé devant moi, lentement et précisément, comme une scène que j'avais en quelque sorte répétée sans m'en rendre compte. L'air sentait légèrement les agrumes et le désinfectant, les portes automatiques s'ouvrant et se fermant à intervalles réguliers derrière moi, tandis que les clients passaient, des voyageurs d'affaires, un couple avec des valises, un homme au téléphone parlant trop fort de chiffres trimestriels. Une vie ordinaire, prévisible, sûre, à l'exception de ce que je venais de voir. David, mon mari depuis 15 ans, était sorti d'une voiture de covoiturage et s'était arrêté juste assez longtemps pour ajuster sa veste, jetant un coup d'œil autour de lui, pas nerveusement, pas exactement, mais avec prudence. Puis elle est apparue de l'autre côté de l'entrée. Plus jeune, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment. Début de la trentaine, peut-être. Cheveux foncés, élégants, délibérés. Elle n'a pas hésité. Elle s'est dirigée droit vers lui, assez près pour que leurs épaules se touchent avant qu'aucun d'eux ne parle. Et puis ils sont entrés ensemble. Aucune distance, aucune prétention. Aucune rencontre. Je me souviens d'avoir remarqué quelque chose de petit, presque absurde dans son détail, la façon dont sa main a effleuré légèrement le bas de son dos lorsque les portes se sont ouvertes. Ce n'était même pas intime au sens dramatique. C'était pratiqué. Familier, le genre de geste qui ne demande pas la permission. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, mon téléphone toujours à la main, l'écran s'assombrissant et s'éclairant à nouveau, comme s'il attendait que je décide quelle version de la réalité j'étais prêt à accepter. Pendant longtemps, je m'étais dit que le mariage, le vrai mariage, pas celui dont les gens parlent en ligne, était basé sur la patience, sur le travail silencieux de la compréhension d'une autre personne. Au fil des années, David et moi avions construit quelque chose de solide, pas parfait, mais stable. Nous avions des routines, des comptes partagés, une maison dans un quartier tranquille en dehors de Dallas. Des week-ends qui suivaient un schéma si prévisible que je pouvais les planifier des mois à l'avance. Une prévisibilité que j'avais toujours cru être une forme de confiance. Maintenant, debout devant cet hôtel, j'ai réalisé autre chose. C'était aussi une forme d'aveuglement. Je suis entré. Le hall était frais. Doucement éclairé, le genre de décor neutre conçu pour n'offenser personne et n'impressionner personne non plus. Un comptoir de réception s'étirait le long du mur du fond, derrière lequel une jeune femme en blazer bleu marine souriait poliment à un homme qui partait. À ma droite, un coin salon avec des chaises basses et une table basse parsemée de magazines. Aucun signe de David. Bien sûr que non. Il ne s'attarderait pas. Je ne me suis pas dirigé vers le comptoir tout de suite. Au lieu de cela, je me suis assise, j'ai croisé les jambes et j'ai posé mon téléphone face vers le bas. Sur la table. Je me suis laissé respirer lentement, délibérément, car je savais que tout ce que je ferais ensuite aurait plus d'importance que tout ce que je pourrais dire. Sous le coup de la colère. Il y a des moments où votre vie bascule, non pas bruyamment, non pas avec drame, mais avec une clarté tranquille et irréversible. C'était l'un de ces moments.
J'ai repensé aux derniers mois, aux soirées tardives, aux dîners clients soudains, à la façon dont il avait commencé à garder son téléphone face vers le bas, toujours à portée de main. Aux petites irritations que j'avais ignorées parce qu'elles ne correspondaient pas à la version de lui que j'avais construite au fil des ans. Et puis il y avait les finances. Cette partie a refait surface plus lentement, comme quelque chose que mon esprit avait évité. Il y a quelques semaines, j'avais remarqué un débit sur notre carte de crédit commune qui n'avait pas vraiment de sens. Rien d'alarmant, juste inhabituel. Un hôtel-boutique en ville. Il l'avait facilement expliqué. Quelque chose à propos d'une réservation de dernière minute lorsqu'une réunion s'était prolongée. Je n'avais pas posé de questions. Maintenant, assise là dans ce hall, j'ai compris à quel point la confiance peut être facilement réorientée vers autre chose, quelque chose de pratique. Je me suis levé et me suis dirigé vers le comptoir. Bonjour, ai-je dit, gardant ma voix calme. J'essaie de confirmer. Une réservation. Mon mari a peut-être fait son enregistrement un peu plus tôt. La réceptionniste a souri, professionnelle, réservée. Je peux certainement essayer de vous aider, madame. Avez-vous un nom? David Carter. Elle a tapé un instant, puis a fait une pause. C'était là, ce changement subtil. Pas de l'alarme, pas de la suspicion, juste de la reconnaissance. Je suis désolé, a-t-elle dit avec prudence. Je ne peux pas partager d'informations sur les clients sans autorisation appropriée. Bien sûr, j'ai hoché la tête comme si je n'avais rien attendu d'autre. Je comprends. Et je comprenais. Ceci n'allait pas être résolu par une confrontation à la réception. Cela n'allait pas être résolu en le surprenant dans un couloir ou en provoquant une scène dans un endroit conçu pour l'anonymat. Cela exigeait autre chose, quelque chose de plus discret. Je me suis éloigné du comptoir et je suis sorti. Le soleil de fin d'après-midi avait décalé, projetant des ombres plus longues sur le parking. Je me suis appuyé contre ma voiture un instant, laissant la réalité s'installer, non pas comme un choc, mais comme une structure que je devais comprendre avant de pouvoir la démanteler. Parce que c'était la vérité que je n'avais pas encore entièrement admise. Il ne s'agissait pas seulement de trahison. Il s'agissait de ce qui venait après. Je ne suis pas rentré tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai affiché notre application bancaire. Compte conjoint, épargne, ligne de crédit, tout ce que nous avions construit ensemble, documenté en rangées ordonnées de chiffres et de transactions. J'ai fait défiler lentement, et c'était là encore. Les frais d'hôtel n'étaient pas isolés. Ils formaient un modèle. Des dates différentes, des lieux différents. Mais tous dans un certain rayon. Cohérent, répété, intentionnel. Mon estomac n'a pas chuté. Il s'est stabilisé parce que maintenant, pour la première fois, je ne réagissais pas. Je voyais. J'ai fermé l'application et j'ai regardé le reflet vide sur l'écran de mon téléphone, apercevant ma propre expression, calme, posée. Presque détachée. 15 ans. C'est le temps qu'il avait fallu pour construire cette vie. Et en moins de 10 minutes, debout devant un hôtel, j'avais vu exactement comment elle pouvait s'effondrer. Mais je n'allais pas la laisser s'effondrer à ces conditions. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis resté assise un instant de plus avant de quitter le parking. Je ne suis pas rentré à la maison. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai roulé dans la direction opposée, vers une partie de la ville que je n'avais pas visitée depuis des années, ou de tranquille. Immeubles de bureaux se dressaient derrière des pelouses bien entretenues et une signalisation discrète. Des lieux où les décisions étaient prises avec soin, documentées correctement et exécutées sans bruit. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et j'ai respiré.
Parce que s'il y avait une chose que je comprenais maintenant, c'était ceci. Ce que j'avais vu aujourd'hui n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début de quelque chose d'autre. Et cette fois, j'allais être celle qui contrôlait. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'avais le cœur brisé, du moins pas de la manière dont les gens l'imaginent, mais parce que mon esprit refusait de rester immobile. Il ne cessait de bouger, d'organiser, de relier des choses que j'avais ignorées pendant des mois, peut-être plus longtemps. De petits détails que j'avais rangés comme des coïncidences revenaient maintenant avec un poids différent. Au matin, je ne demandais pas si quelque chose n'allait pas. Je demandais combien. David est parti tôt comme d'habitude. Il m'a embrassé la joue dans la cuisine, un geste rapide et habituel, sa main déjà tendue vers ses clés. Grosse journée, a-t-il dit en attrapant un gobelet de voyage. Des réunions les unes après les autres. J'ai hoché la tête, le regardant attentivement cette fois. Non pas avec suspicion, non pas avec accusation, mais avec une sorte d'attention silencieuse que je n'avais jamais utilisée auparavant. C'était remarquable comme il était facile de rater des choses quand on croyait ne pas avoir besoin de regarder. Longue journée, ai-je demandé. Oui, a-t-il dit, déjà à moitié dans l'embrasure de la porte. Probablement pas de retour. Avant tard. La porte s'est refermée derrière lui, et juste comme ça, la performance a pris fin. J'ai attendu exactement 10 minutes avant de bouger. Non. Pas parce que j'avais peur qu'il revienne, mais parce que j'avais besoin de sentir l'espace se stabiliser, j'avais besoin de passer du rôle que j'avais joué pendant des années à quelque chose de plus délibéré. J'ai rangé la cuisine, lentement, rinçant les tasses à café, essuyant le comptoir, effectuant des mouvements familiers tandis que mon esprit travaillait en avance. Puis je suis monté à l'étage. Le bureau de David était au bout du couloir, une pièce que nous utilisions rarement, sauf pour le rangement et les appels professionnels occasionnels. Il la gardait nette, presque agressivement. Les dossiers alignés, les tiroirs fermés, tout à sa place. J'avais toujours trouvé cela un signe de discipline. Maintenant, cela ressemblait plus à du contrôle. Je me suis assise à son bureau et j'ai ouvert le tiroir du haut. Rien d'inhabituel, des stylos, un bloc-notes, quelques cartes de visite. Le deuxième tiroir contenait des dossiers plus anciens, des déclarations de revenus, des documents d'assurance, des choses que nous avions tous deux examinées à un moment donné. Mais le troisième tiroir était verrouillé. Ce n'était pas en soi suspect. Les gens verrouillent des choses. Mais je ne l'avais jamais vu verrouiller quoi que ce soit dans cette maison auparavant. Je me suis levé, j'ai reculé et j'ai réfléchi à cela, non pas émotionnellement, mais pratiquement. Quoi qu'il y ait là-dedans était suffisamment important pour qu'il le sécurise. Et si je voulais comprendre toute l'ampleur de ce à quoi j'étais confronté, j'avais besoin de plus que des suppositions. Je n'ai pas essayé de le forcer. Au lieu de cela, je suis redescendu, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la banque. Bonjour, ai-je dit, en gardant un ton calme. J'aimerais consulter des transactions récentes sur notre compte joint. La représentante a été polie. Efficace. Nous avons effectué les vérifications habituelles et, en quelques minutes, j'ai eu accès à des relevés plus détaillés que ceux de l'application. J'ai pris des notes pendant que nous parlions. Date, lieu, montant, schéma. L'hôtel que j'avais vu la veille n'était pas un incident isolé. Il y avait au moins 6 débits différents au cours des 3 derniers mois, tous dans des fourchettes similaires, tous dans des hôtels d'affaires de moyenne gamme à proximité. Pas extravagant, pas imprudent, juste suffisamment prudent pour ne pas attirer l'attention. Sauf que l'attention était exactement ce qu'il méritait. Puis-je vous aider? Avec autre chose, a demandé la représentante. Oui, j'ai dit, après une pause. J'aimerais que ces relevés me soient envoyés par email.
Bien sûr. J'ai raccroché et je suis resté assise un instant, fixant les chiffres que j'avais écrits. Ils n'étaient pas dévastateurs, pas au sens financier, mais ils racontaient une histoire parallèle à la vie que je croyais vivre. Et puis il y avait autre chose, un virement. Il y a 2 semaines, un montant significatif avait été transféré de notre compte d'épargne joint vers un compte que je ne reconnaissais pas immédiatement. Pas assez important pour déclencher des alarmes, mais assez important pour avoir de l'importance. David, dis-je doucement à la pièce vide, testant le nom comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à notre portail financier partagé. Le transfert était là, comme l'avait décrit la représentante. Destination, un compte séparé à son nom, un compte individuel. Il l'avait ouvert récemment. Cela changeait les choses, car il ne s'agissait pas seulement de secret. Il s'agissait de planification. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant les pièces se mettre en place. Les hôtels, les soirées tardives, le compte séparé. Chacun pouvait être expliqué seul, à peine, mais ensemble, ils formaient quelque chose d'entièrement différent. L'intention. Et l'intention, contrairement à l'émotion, laisse des traces. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assise un long moment, réfléchissant à ma prochaine étape. Il y avait une version de cette histoire où je le confrontais immédiatement, posant les preuves sur la table, exigeant des explications, forçant tout à s'ouvrir. Mais cette version reposait sur son honnêteté, et je ne lui faisais plus confiance. Non, si je devais faire cela, il fallait que ce soit fait différemment. Avec prudence. J'ai repris mon téléphone et j'ai fait défiler un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Linda, ai-je dit quand elle a répondu. Émilie. Sa voix portait une note de surprise. Ça fait un moment. Oui, ai-je acquiescé. Vous êtes toujours au cabinet. Bien sûr, dit-elle. Pourquoi? J'ai hésité juste assez longtemps pour choisir mes mots. Je dois comprendre mes options, dis-je. Légalement. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, non pas inconfortable, mais averti. Passé 7 après-midi, dit-elle finalement. Nous parlerons. Le bureau était exactement comme je m'en souvenais, calme, discret, efficace. Les cabinets d'avocats, surtout les bons, avaient rarement besoin d'impressionner visuellement. Leur valeur résidait dans ce qu'ils savaient et comment ils l'utilisaient. Linda m'a accueilli personnellement, me conduisant à son bureau avec un professionnalisme qui s'est légèrement adouci une fois la porte fermée. Très bien, a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi. Dites-moi ce qui se passe. Je l'ai fait. Pas tout. Pas le poids émotionnel de la situation, mais les faits. L'hôtel, les transactions, le compte séparé, le schéma. Elle écoutait sans interrompre, son expression concentrée, analytique. Quand j'ai fini, elle s'est légèrement penchée en arrière. Avez-vous des preuves? A-t-elle demandé. Certaines, ai-je dit. Pas tout. C'est bon, a-t-elle répondu. Vous n'avez pas encore besoin de tout. Vous avez besoin de suffisamment. Suffisamment pourquoi? Le contrôle, a-t-elle dit. Simplement. Le mot s'est installé entre nous. Voici ce qui compte, a-t-elle poursuivi. Vous avez 2 problèmes à gérer, l'infidélité et l'activité financière. Le premier est émotionnel. Le second est légal. Et dans des situations comme celle-ci, c'est le second qui détermine les résultats. J'ai hoché la tête. Que dois-je faire, ai-je demandé. Vous ne le confrontez pas, a-t-elle dit. Immédiatement. Pas encore. Vous rassemblez. Vous documentez. Vous comprenez exactement à quoi vous avez affaire avant de prendre des mesures. Et le compte?
J'ai demandé. Nous allons y jeter un coup d'œil, a-t-elle dit. Si des fonds ont été déplacés de manière inappropriée, cela devient important. Très important. J'ai expiré lentement. Pour la première fois depuis que j'étais devant cet hôtel, j'ai senti quelque chose bouger. Pas du soulagement, pas exactement, mais une direction. Il ne s'agit pas de l'attraper, a dit Linda, comme si elle lisait dans mes pensées. Il s'agit de vous positionner. Positionnement. C'était une façon différente de considérer tout ce qui s'était passé. Non pas comme une trahison à laquelle réagir, mais comme une situation à gérer. Je me suis levé pour partir. Et Linda m'a tendu un dossier. Commencez ici, a-t-elle dit. Et Émilie? J'ai fait une pause. Ne sous-estimez pas à quel point vous ne savez pas encore. Elle avait raison. Parce qu'en retournant à ma voiture, une pensée me poursuivait, plus nette que les autres. Si David était allé aussi loin, alors il y avait plus. Linda avait raison sur une chose, je n'en savais pas encore assez. Mais je savais où chercher. Les 48 heures suivantes se sont déroulées avec une sorte de précision tranquille que je ne me reconnaissais pas auparavant. Je suivais ma routine comme d'habitude. Café le matin, un bref échange avec David dans la cuisine. Le même calme mesuré dans ma voix. Mais sous la surface, tout avait changé. Chaque mot, chaque regard, chaque silence. Je faisais attention maintenant. Et quand vous commencez à faire attention, les motifs n'apparaissent pas. Seulement, ils s'accentuent. L'emploi du temps de David, par exemple, était presque trop prévisible une fois que j'ai cessé de le prendre au pied de la lettre. Les réunions tardives regroupées autour de certains jours, mardi, jeudi, et toujours dans le même créneau horaire. Les frais d'hôtel correspondaient à ces jours. Le compte séparé montrait des virements juste avant. Ce n'était pas chaotique. C'était structuré, ce qui signifiait qu'on pouvait le cartographier. Le jeudi après-midi, je suis retourné à l'hôtel. Non pas impulsivement, non pas émotionnellement. Cette fois, j'y suis allé avec un plan. La même réceptionniste était derrière le comptoir, bien qu'elle ait l'air fatiguée. La fin d'un long quart de travail se lisait dans sa posture. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, son expression polie mais distante, quelqu'un qui avait déjà parlé à trop de gens ce jour-là. Bonjour. Ai-je dit, offrant un petit sourire mesuré. J'étais ici il y a quelques jours. Elle a hésité un instant, puis a hoché légèrement la tête. Oui, je me souviens. J'ai besoin de votre aide, ai-je dit, gardant mon ton calme, ni exigeant, ni désespéré. Et je comprends que vous avez des règles. Cette partie était importante. Les gens réagissent différemment lorsque vous reconnaissez leurs limites avant de leur demander de les dépasser. Elle s'est redressée un peu. Quel genre d'aide? J'ai posé une enveloppe scellée sur le comptoir, sans la faire glisser vers elle, sans la pousser, juste la laissant là entre nous. Je n'ai pas besoin d'informations, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de confirmation. J'ai juste besoin que cela soit remis à mon mari quand il partira. Ses yeux sont tombés sur l'enveloppe, puis sur moi. Je ne peux pas garantir. Je comprends. Les jeux interrompus doucement, mais s'il part demain matin, et il le fera, cela aura du sens. C'était un risque, mais ce n'était pas une supposition. J'avais déjà vu le motif. Elle m'a regardé un long moment, pesant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait voir. Quel est son nom, a-t-elle demandé. Finalement. David Carter. Elle a de nouveau hésité, puis a tendu la main vers l'enveloppe. Je peux la laisser avec son numéro de chambre, a-t-elle dit. Prudemment. Mais je ne peux rien confirmer au-delà de cela. C'était suffisant, ai-je répondu. Et ça l'était parce que l'enveloppe n'était pas une confrontation.
C'était une question de timing. Je ne suis pas rentré. Tout de suite. Au lieu de cela, j'ai roulé quelques pâtés de maison et je me suis garé là où je pouvais voir l'entrée de l'hôtel de loin, pas assez près pour attirer l'attention, mais assez près pour observer. Attendre est une chose étrange. Cela étire le temps de manière inattendue, transformant les minutes en quelque chose de plus lourd, de plus délibéré. Je suis resté là pendant près d'une heure, le moteur coupé, la lumière de fin d'après-midi s'estompant lentement. Dans le début de soirée. Et puis je l'ai vu. David est sorti du même service de covoiturage, habillé différemment cette fois, plus décontracté, moins apprêté. Mais le résultat était le même. Elle l'a rencontré à l'entrée, encore une fois. Aucune hésitation, aucune distance. Ils sont entrés ensemble. Je n'ai rien ressenti de vif. Aucune poussée de colère, aucune envie soudaine de confronter, juste la confirmation. J'ai démarré la voiture et je suis parti. L'enveloppe elle-même avait pris moins de temps à préparer que prévu. À l'intérieur, j'ai mis 3 choses. Premièrement, des copies des relevés financiers, surlignés, organisés. Impossible à mal interpréter. Les débits d'hôtel, les virements, le compte. Séparés. Deuxièmement, un résumé de consultation imprimé du cabinet de Linda. Pas un dépôt formel, pas encore, mais suffisamment pour clarifier une chose. Ce n'était plus privé. Et troisièmement, une seule feuille de papier. Pas de paragraphe, pas d'accusation. Juste une phrase. Je sais tout, et Jean. Et assez de te protéger. Je ne l'ai pas signé. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant David. Je me suis déplacé dans la maison silencieusement, faisant du café, laissant la routine se remettre en place. Quand il est descendu, il avait exactement le même air que d'habitude. Calme, serein, inconscient. Bonjour, a-t-il dit en se servant une tasse. Bonjour, ai-je répondu. Aucune tension. Aucune indication que quoi que ce soit avait changé, car pour lui, cela n'avait pas changé. Pas encore. Il est parti vers 8 heures, comme toujours, les clés à la main, un rapide hochement de tête, la porte se refermant. Derrière lui avec un bruit familier et ordinaire. J'ai attendu 5 minutes. Puis, j'ai pris mon téléphone. L'appel est arrivé plus tôt que prévu. Il était un peu plus de 9 heures. Le nom de David s'est affiché à l'écran. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. 3 fois. Puis j'ai répondu. Allô, ai-je dit, ma voix calme. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, assez longue pour que j'entende sa respiration. Irrégulière, pas tout à fait contrôlée. Émilie, a-t-il dit, juste mon nom. Rien d'autre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Finalement. C'était là, non pas de la colère, non pas du déni, mais de la confusion. Vérifie l'enveloppe à nouveau, ai-je dit calmement. Une autre pause. Je ne comprends pas, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai presque souri. Parce que c'était la vérité, n'est-ce pas? Il ne comprenait pas. Pas encore. Tu comprendras, ai-je répondu. Puis j'ai raccroché. Il est rentré. Moins de 20 minutes plus tard, plus vite que je ne m'y attendais. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement, pas violemment, mais avec urgence. Ses pas étaient rapides, inégaux, se déplaçant dans la maison avec une sorte de tension que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Je suis resté dans la cuisine. Quand il est apparu dans l'embrasure de la porte, l'enveloppe était toujours à la main, légèrement froissée maintenant, les bords n'étaient plus nettes, et son visage. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la peur. C'était quelque chose de plus proche de la réalisation. Tu as fouillé mes comptes?
A-t-il demandé. Pas, tu l'as vu? Pas, de quoi s'agit-il? C'était ça. Première question. J'ai légèrement incliné la tête. C'est ce qui vous préoccupe, ai-je demandé. Il m'a regardé, cherchant quelque chose, une ouverture, une faiblesse, une version de cette conversation qu'il pourrait contrôler. Mais cette version n'existait plus. Tu ne comprends pas, a-t-il dit rapidement. Ce n'est pas ce que ça a l'air. C'était ça. Le scénario. Je m'y attendais. Je m'y étais préparé et je l'avais rejeté avant même qu'il ne parle. Alors explique-le, dis-je calmement. Il ouvrit la bouche, la referma. Car les explications exigent de la cohérence, et les mensonges, une fois exposés, en ont rarement. Le silence s'étira entre nous, lourd, inévitable. Et dans ce silence, quelque chose changea, non pas bruyamment, non pas de manière dramatique, mais de manière permanente, car pour la première fois dans notre mariage, David n'était pas celui qui contrôlait le récit. J'étais. Il fit un pas en avant. Émilie, dit-il, plus doucement maintenant. Nous devons parler. J'acquiesçai légèrement. Oui, dis-je. Nous devons. Et cette fois, j'étais prête. Nous sommes restés là un long moment, face à face. Dans la cuisine. Deux personnes qui avaient partagé 15 ans de vie, maintenant séparées par quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait plus ignorer. David fut le premier à bouger. Il posa l'enveloppe sur le comptoir, la lissant. Instinctivement comme si restaurer sa forme pouvait d'une manière ou d'une autre restaurer le contrôle. Émilie, dit-il à nouveau, plus lentement cette fois, choisissant son ton avec soin. Tu tires des conclusions hâtives. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Je ne saute nulle part, ai-je répondu. J'ai suivi un schéma, et il m'a mené exactement là où il devait. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis ce que c'est, ai-je dit. Toujours calme. Une autre pause. Un autre calcul. Parce que maintenant, il devait décider quelle version de la vérité il pouvait se permettre de dire. C'est compliqué, a-t-il dit finalement. Non, répondis-je, en le regardant dans les yeux. Ce ne l'est pas. Ce fut le premier moment où il parut troublé, non pas par ce que je savais, mais par la façon dont je réagissais. Il n'y avait pas de colère à détourner, pas de montée émotionnelle à gérer, juste de la clarté. Et la clarté ne laisse que très peu de place pour se cacher. Tu as fouillé mes comptes, dit-il à nouveau. Revenant au point qui comptait le plus pour lui. J'ai examiné nos finances, ai-je corrigé. Celles qui portent mon nom. Cet argent est toujours le nôtre, a-t-il dit rapidement. Pour l'instant. Ai-je dit. Les mots sont tombés plus forts que je ne l'avais prévu, mais je ne les ai pas retirés. Il m'a fixé, essayant de mesurer l'ampleur de la situation. À quel point elle était encore récupérable. Émilie, nous pouvons arranger ça. A-t-il dit, sa voix s'adoucissant en quelque chose de presque familier. Nous avons traversé des moments pires. J'ai réfléchi à cela. Les années que nous avions construites ensemble, les petites disputes, les réconciliations, la compréhension tacite qui découle d'un partenariat à long terme. Il y avait eu des difficultés. Oui, mais elles avaient toujours existé au sein de la même structure. C'était différent. Ce n'est pas quelque chose qui s'est brisé, dis-je. C'est quelque chose que tu as construit. Il tressaillit. Juste un peu. Mais assez. J'ai fait des erreurs, dit-il, changeant d'approche. Je l'admets, mais cela ne signifie pas que tout est fini. Les erreurs n'arrivent qu'une fois, répondis-je. Les schémas arrivent par choix. Le silence qui suivit ne fut pas bruyant. Il fut définitif.
Nous nous sommes déplacés vers le salon, non pas parce que cela rendait la conversation plus facile, mais parce que cela nous donnait de l'espace, une distance physique pour correspondre à ce qui s'était déjà formé entre nous. David s'est assis le premier, penché en avant, les coudes sur les genoux. D'accord, a-t-il dit comme s'il relançait la conversation. Parlons-en. Rationnellement. Je suis resté debout un instant, puis je me suis assis en face de lui. Allez-y, ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il était reconnaissant de la permission. Le comte, tu fais ça sonner pire que ce que c'est. J'avais besoin de flexibilité pour certains investissements et il était plus facile de séparer certains fonds. Sans me le dire, j'ai dit que ce n'était pas intentionnel. Il a répondu rapidement. Je me suis juste déplacé plus vite que prévu. Je l'ai observé attentivement. Les mots étaient structurés, mais la logique ne l'était pas. Et les hôtels, ai-je demandé? Il a hésité plus longtemps cette fois. Il a commencé, puis s'est arrêté. C'est séparé. C'est le cas? Un autre silence. Je n'ai rien planifié de tout. Cela, dit-il finalement, sa voix plus douce maintenant. C'est juste arrivé. C'était ça. La version des événements qui réduit des actions délibérées en accident. Je ne te crois pas, ai-je dit. La déclaration n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être parce que la croyance, une fois retirée, ne revient pas facilement. Il se pencha en arrière, expirant lentement, ses épaules s'affaissant légèrement. Comme si quelque chose en lui était passé de la résistance au calcul. Que veux-tu? Demanda-t-il. C'était une question différente, une question pratique. Et pour la première fois, nous avions la même conversation. Je veux de la clarté, dis-je. Et je veux contrôler ce qui va se passer ensuite. Tu as ça, a-t-il répondu. Nous pouvons arranger ça. Non, ai-je dit en secouant légèrement la tête. Nous ne pouvons pas. Il m'a regardé. Pas en colère, pas sur la défensive. Juste incertain. J'ai parlé à un avocat hier, ai-je continué. Cela a tout changé. L'air dans la pièce a changé instantanément. Pas de façon dramatique. Mais de façon définitive. Quelles que soient les hypothèses qu'il avait sur la réconciliation, sur la négociation, sur le contrôle, elles ne s'appliquaient plus. Tu as fait quoi? A-t-il demandé. J'ai obtenu des informations, ai-je dit. C'est tout. Son expression s'est tendue. Émilie, ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin d'impliquer. C'est déjà fait, ai-je interrompu. Une autre pause. Celle-ci plus lourde. Tu es sérieuse? Demanda-t-il. Oui. La simplicité de la réponse ne laissait aucune place à l'interprétation. Les jours suivants se déroulèrent. D'une manière à la fois surréaliste et entièrement logique. David se déplaçait dans la maison avec précaution, comme si chaque pas pouvait déclencher quelque chose d'imprévisible. Ses appels étaient plus calmes. Son téléphone n'était plus laissé sans surveillance. La familiarité des involtes qui avaient autrefois défini nos interactions fut remplacée par quelque chose de plus mesuré, de plus prudent. Il tenta parfois de revenir à la normale. Petite conversation, question routinière, l'illusion de la continuité. Je répondais si nécessaire, mais je ne m'engageais pas parce que l'engagement implique un avenir partagé, et cela n'était plus certain. Une semaine plus tard, nous avons rencontré Linda. David est arrivé tendu, mais posé, son attitude devenant plus formelle dès que nous sommes entrés dans le bureau. C'était son environnement, contrat, négociation, conversation. Structuré. Il comprenait ses règles, ou du moins il le pensait. Linda était professionnelle, directe, et surtout, pas impressionnée. Elle a exposé les faits clairement, les relevés financiers, les virements, les obligations liées à nos biens communs. Rien d'exagéré,
rien d'émotionnel, juste la réalité. David écoutait, son expression se crispa légèrement à chaque point. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière, expirant lentement. « C'est inutile, dit-il. Nous pouvons régler cela en privé. » Linda ne répondit pas immédiatement. Elle me regarda, puis le regarda de nouveau. « Ça dépend, dit-elle calmement, de ce que vous entendez par régler. » Il hésita, car maintenant, pour la première fois, la situation n'était plus abstraite. Elle avait une structure. Des conséquences. Vous compliquez trop les choses, dit-il finalement, d'un ton contrôlé. Non, répondit Linda. Nous les clarifions. Le changement était total. Non pas en un seul instant, non pas avec une confrontation dramatique, mais à travers une série de décisions discrètes qui avaient progressivement supprimé toute illusion d'équilibre. David avait fait ses choix. Maintenant, il y faisait face, non pas par colère, non pas par vengeance comme les gens l'imaginent, mais par quelque chose de bien plus efficace, la responsabilité. Quand nous avons quitté le bureau, il s'est tourné vers moi sur le parking. « Ce n'est pas ce que tu veux, a-t-il dit. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai répondu. Oui, ai-je dit doucement. C'est ça, parce qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas de détruire sa vie. Il s'agissait de reprendre la mienne. La maison sonnait différemment une fois les démarches commanditées. Pas plus silencieuse, juste plus claire. Chaque pièce gardait sa forme sans le doux bruit de la supposition, sans les petits ajustements automatiques que je faisais autrefois pour m'adapter aux habitudes de quelqu'un d'autre. Les matins étaient plus simples. J'ai fait une tasse de café, laissé une lumière allumée, déverrouillé une porte. Ce n'était pas de la solitude. C'était de la précision. David a déménagé 2 semaines après la réunion avec Linda. Il n'y a eu aucune scène, aucun cri. Nous l'avons planifié comme tout le reste était devenu, des blocs de temps, des listes, des signatures. Il a pris ce dont il avait besoin. J'ai gardé ce qui était à moi. Nous sommes restés dans les mêmes pièces pour lesquelles nous étions autrefois disputés sur les couleurs de peinture et l'emplacement des meubles, discutant maintenant de la division avec un ton presque courtois. La distance polie remplace l'intimité lorsque cette dernière devient impossible. Je reviendrai chercher le reste le week-end prochain, a-t-il dit à la porte. Sa voix mesurée comme s'il parlait à un collègue. C'est bon, ai-je répondu. Il est resté un instant, regardant derrière moi dans la maison comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait égaré ou quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris. Émilie, dit-il, nous n'avons pas à tout finaliser si vite. Je soutenais son regard, non pas avec cruauté. Nous ne nous précipitons pas, dis-je. Nous sommes clairs. Il hocha lentement la tête, absorbant cela, puis partit. La porte se referma derrière lui, et pour la première fois depuis des années, le silence qui suivit n'attendait rien. Il existait simplement. Le processus légal a avancé à un rythme régulier. Documents déposés. Divulgations échangées, chiffres examinés et réexaminés. Linda a tout gardé. Structuré, efficace, sans émotion. C'était important, car l'émotion complique la clarté. La situation financière, une fois entièrement présentée, était exactement ce à quoi je m'attendais et légèrement pire que ce que j'avais espéré. Le compte séparé avait augmenté plus rapidement que je ne l'avais réalisé. Alimenté par des transferts qui, bien que non illégaux, étaient certainement stratégiques. Il y avait des cadeaux, des frais de voyage, des retraits modestes, mais constants qui totalisaient un montant significatif. Non pas dévastateur, mais délibéré. David n'a rien nié une fois la documentation complète. Le déni exige de l'incertitude, et il n'y en avait plus. Je n'essayais pas de te cacher quoi que ce soit, dit-il lors d'une des dernières réunions, son ton plus doux maintenant, moins défensif.
Je le regardai un instant avant de répondre. Tu ne voulais juste pas que je le voie, ai-je dit. Il ne répondit pas, car cette distinction ne l'aidait pas. Je la revis une fois. Pas par accident. Pas exactement. C'était en fin d'après-midi, dans une épicerie. Près de mon bureau, l'un de ces grands endroits lumineux où tout le monde se déplace rapidement, concentré sur les listes et les routines. J'étais dans la section des fruits et légumes quand je l'ai remarqué au bout de l'allée, examinant un présentoir de salades emballées. Elle avait le même air, posé. Intentionnelle, inconsciente. Un instant, j'ai songé à partir. Il n'y avait rien à gagner de cette interaction, aucune information dont j'avais besoin, aucun résultat qui changerait quoi que ce soit déjà enclenché. Mais ensuite, elle s'est légèrement tournée et nos regards se sont croisés. La reconnaissance n'est pas venue immédiatement. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais juste une autre personne. Dans un magasin bondé, jusqu'à ce que je parle. Excusez-moi, dis-je, m'approchant. Elle leva les yeux, polie mais distante. Oui, vous étiez au Hilton sur la route 17, dis-je, gardant ma voix égale. Jeudi dernier, le changement fut instantané, non pas dramatique, mais indéniable. Je pense que vous vous trompez de personne, répondit-elle. Son ton se durcissant légèrement. Non, dis-je. Une pause, puis un calcul. Parce que maintenant, elle décidait quelle version de cette conversation elle pouvait gérer. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle dit. Son nom est David Carter, ai-je poursuivi. C'est mon mari. C'était ça, le moment. Pas explosif, pas théâtral, juste réel. Son expression a changé, non pas en culpabilité, pas exactement, mais en quelque chose de plus pratique. Comprendre la distance. Je ne savais pas, dit-elle. Je la crus. Pas complètement, mais assez. Ça ne change rien, répondis-je. Non. Acquiesça-t-elle doucement. Ça ne change rien. Nous restâmes là un moment. Entourés par la vie ordinaire, caddie, annonce aérienne, le bourdonnement des unités de réfrigération, deux personnes brièvement liées par une situation qu'aucune de nous n'avait créée seule. Je suis désolé, dit-elle finalement. J'ai acquiescé. Prenez soin de vous, répondis-je, puis je m'éloignai. Parce que la clôture ne vient pas toujours de la confrontation. Parfois, elle vient de la reconnaissance que l'autre personne n'a jamais été le centre de l'histoire. Le divorce fut prononcé 3 mois plus tard. Il n'y eut pas de surprise, pas de revirement de dernière minute. Tout s'est déroulé exactement comme cela avait été décrit. Actifs divisés. Comptes réglés, obligations assignées. Juste. Pas parfait, mais juste. David a essayé une fois de me contacter après que ce fut fait. Un message. Simple. Je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. Je l'ai lu. Puis j'ai posé mon téléphone, car l'intention n'annule pas l'action et la compréhension ne restaure pas la confiance. La vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de réinvention dramatique, pas de clarté soudaine sur l'avenir. Au lieu de cela, il y a eu quelque chose de plus discret, un retour progressif à moi-même, à des décisions prises sans négociation, à des journées qui se déroulaient sans avoir besoin d'interpréter le comportement de quelqu'un d'autre. J'ai repeint le salon, non pas parce que j'avais besoin de changement, mais parce que j'en voulais un. J'ai commencé à faire des promenades matinales, chose que j'avais toujours repoussée. J'ai retrouvé des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Les conversations ont repris là où elles s'étaient arrêtées comme si le temps s'était simplement arrêté. Et lentement, presque sans m'en rendre compte, le poids de ce qui s'était passé a commencé à changer, ne disparaissant pas. N'étant pas oublié, mais intégré à autre chose. Perspective. Les gens parlent de vengeance comme si elle était bruyante, comme si elle exigeait une confrontation,
une destruction, un acte visible qui prouve. Un point. Mais ce que j'ai appris était différent. La vraie vengeance, celle qui dure et silencieuse. C'est le moment où vous cessez de protéger quelqu'un qui est prêt à vous laisser porter le fardeau seul. C'est la décision d'aller de l'avant sans avoir besoin qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Et surtout, c'est de choisir de ne pas devenir la personne qui vous a fait du mal. Je n'ai pas détruit la vie de David. Je n'en avais pas besoin. Il a fait ses choix, et j'ai fait les miens. La différence, c'est que j'ai choisi de voir la vérité. Et une fois que vous la voyez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a semblé familière d'une manière inattendue, prenez un instant pour y réfléchir. Parfois, la chose la plus forte que nous puissions faire n'est pas de nous battre plus fort, mais de voir plus clairement. Partagez vos pensées ci-dessous ou transmettez cette histoire à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous appréciez les histoires qui parlent de force tranquille, de résilience et de vérité, envisagez de vous abonner.